Quel est le lien entre un scandale national d'espionnage et 2 soldats de Tsahal fuyant une foule en colère dans une ville israélienne? Les 2 histoires concernent l'autorité légitime, qui la détient, qui la remet en question, et la responsabilité qui incombe désormais au public israélien. Je suis Elana Mazel-Diamond, directrice exécutive du Forum israélien pour le droit et la liberté, et voici la loi fondamentale. Cette semaine, le juge à la retraite Moshe Drouri est passé à la télévision israélienne après avoir présidé 2 ans et demi une commission d'enquête gouvernementale. Et il en avait assez. Je ne veux pas dire qu'il avait terminé l'enquête, mais plutôt qu'il en avait assez, comme il l'a dit, il baissait les bras, il a prévenu, sachez-le, 10 millions d'habitants de ce pays. Votre vie privée est violée, peut être violée, et continuera d'être violée à cause des informations que détient la police. Les 2 autres membres du comité ont démissionné, et il a écrit que ce qu'ils avaient découvert semblait, je cite, bien plus grave, profond et étendu que ce qui avait été présenté auparavant, et que leur enquête avait été bloquée. Alors, sur quoi enquêtaient-ils exactement? Eh bien, le déploiement illégal de logiciels espions contre des citoyens israéliens par la police et le parquet israélien. Vous avez sans doute entendu parler de Pegasus, référence mondiale en surveillance? Il s'introduit silencieusement dans votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur des liens indésirables. Il lit tout, messages, appels, photos, microphones, localisation. Il peut transformer votre téléphone en dispositif d'écoute à longue portée. Votre vie peut soudainement appartenir à quelqu'un d'autre et vous n'en avez aucune idée pour l'instant. En janvier 2022, le site d'information Calcalist a rapporté que la police israélienne avait utilisé Pegasus contre des citoyens sans mandats appropriés, y compris des journalistes et des personnes liées au procès de Benjamin Netanyahou. La police a nié ces faits. La procureure générale a alors nommé une commission d'enquête interne dirigée par son adjointe, Amit Merari, et le rapport de son comité a finalement reconnu que la police avait dépassé les termes des mandats. Des auditions à la Knesset ont révélé que la police avait tenté d'infecter plus de 1000 téléphones avec des logiciels espions et que les tribunaux ne l'avaient que rarement interdit. C'était donc désormais une question brûlante, touchant au cœur même des droits civiques. Les critiques du rapport Merari ont affirmé qu'un examen interne ne pouvait garantir un vrai contrôle. Ainsi, en août 2023, le gouvernement a formé un comité indépendant composé du juge Drouri, d'une ancienne haute figure du renseignement et d'une ancienne défenseure publique nationale. Mais avant qu'ils ne puissent commencer leur travail, des militants et d'anciens chefs de la sécurité ont intenté un procès pour les arrêter, affirmant que le comité pourrait révéler des secrets de sécurité nationale lors de leur enquête. La procédure a été gelée. En 2 ans, la procureure générale, qui représentait l'État, a demandé 23 prolongations pour soumettre sa réponse. À un moment donné, une juge a infligé une amende de 20 000 shekels à son bureau pour sa conduite, et pendant ce temps, les forces de l'ordre ont refusé de fournir des documents au comité et ont refusé l'accès à un témoin. Pendant ce temps, le contrôleur d'État menait également son propre audit des techniques de surveillance de la police et il a été publié le mois dernier. C'est un rapport plutôt accablant et aucune partie du système judiciaire n'en est sortie indemne. En plus de l'utilisation illégale de logiciels espions, dans 40% des cas examinés, le rapport a révélé que les agents avaient recueilli des informations qu'ils savaient être légalement interdites. Il a aussi été constaté que la police contournait parfois manuellement les dispositifs de sécurité technologique. Les personnes visées comprenaient des citoyens non soupçonnés de crimes, et même des mineurs. Mais il n'y avait pas que la police. Les tribunaux avaient approuvé 92% des 14 000 demandes de surveillance, ce qui soulève des questions sur l'efficacité du contrôle. Et qu'en est-il du bureau du procureur général? Le rapport indiquait qu'il n'avait pas compris les capacités de surveillance, avait donné des autorisations juridiques inappropriées et n'avait jamais cherché de manière proactive des informations sur l'utilisation réelle. Au-delà, c'était un point clé pour toutes les personnes concernées. La Knesset n'avait pas adopté les lois nécessaires pour protéger la vie privée des citoyens contre des technologies de logiciels espions en évolution rapide. Le JNS International Policy Summit 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au Waldorf Astoria à Jérusalem. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur jnssummit.org et utilisez le code promo JNSTV. C'est JNSTV en un seul mot pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les billets.
J'ai hâte de vous voir à Jérusalem à présent. Comme l'affaire contre la commission Droury était toujours bloquée, en février 2026, la Cour suprême a proposé une approche de compromis pour l'enquête. Elle a suggéré que le comité n'examine que les affaires pénales classées, mais la décision de savoir si une affaire était ouverte ou classée reviendrait au procureur général, qui était lui aussi théoriquement sous enquête. Peu de temps après, les 3 membres du comité ont démissionné et Droury a rendu son terrible verdict devant 10 millions de personnes. Maintenant, si vous vous demandez si l'interview de Droury n'est qu'une guerre entre le système politique et le système judiciaire, c'est une question légitime. Vous suivez l'actualité depuis quelques années. Mais la démission de l'ensemble du comité est frappante et, surtout, les problèmes liés à la supervision du parquet sont anciens. Pendant des décennies, le parquet d'État israélien a fonctionné sans supervision indépendante. Dans les années 1990, la grande juriste Ruth Gavison a averti qu'Israël avait concentré un pouvoir inhabituel entre les mains du procureur général et de l'État. Je cite, « une secte auto-perpétuante dépourvue de véritable contrôle démocratique ». En 2014, après des années de plaintes, Israël a créé un organisme de contrôle indépendant et l'ancienne juge Hila Gerstel a été nommée pour le diriger. Elle avait passé 24 ans dans le système judiciaire, donc problème résolu, sauf que ce n'était pas si simple. Le parquet de l'État a boycotté le bureau de Gerstel. Lorsqu'elle a voulu publier un rapport sur des fautes du parquet dans une affaire, des procureurs de haut rang ont saisi la Cour suprême pour bloquer la publication. L'Association des procureurs s'est mise en grève. Gerstel a démissionné en moins de 2 ans, mais le bureau a subsisté après son départ. Dans une interview, elle a déclaré « J'ai eu l'impression que la bulle dans laquelle j'avais vécu 24 ans avait éclaté. » Ce qui ressort de ces 2 histoires, Droury et Gerstel, séparées de plus d'une décennie, c'est un système judiciaire qui rejette fondamentalement toute évaluation extérieure. Et même si l'argument interne est que ce type d'indépendance est nécessaire pour renforcer l'état de droit, ce sont justement des cas comme celui-ci qui suggèrent que cette protection produit exactement l'effet inverse. Mais voilà, il n'y a pas que certaines institutions juridiques qui possèdent cette culture problématique. Israël a un problème de gouvernance généralisée qui s'étend à sa société profondément tribale, où chaque tribu a une vision différente de la justice. Et qui en a la responsabilité? Aujourd'hui, selon vos opinions politiques, vous pourrez facilement trouver des exemples où différents groupes défient les autorités de l'État. À vous de choisir. Mais c'est là que nous arrivons à notre deuxième histoire, étant donné ce qui s'est passé dimanche à Bnei Brak. Il y a un groupe qui est au premier plan dans l'actualité israélienne cette semaine, et attendez, parce que celle-ci est incroyable. Israël a été profondément bouleversé ce dimanche lorsque des images ont émergé montrant 2 soldates israéliennes traquées dans les rues de Bnei Brak. Une horde d'hommes haredim en colère à leur poursuite. Les soldates, instructrices du corps de l'éducation en visite sociale, étaient soupçonnées d'être de la police militaire venue avec des convocations pour la conscription. Les soldates se sont cachés derrière des poubelles, attendant la police. Une voiture de police a été renversée, une moto a été incendiée, 26 personnes ont été arrêtées et la plupart ont été relâchées. Donc, bien sûr, des condamnations sont venues de tout le spectre politique, y compris de certaines personnalités harédies en vue. Et tout cela était justifié, mais c'était tout aussi sans importance pour ceux qui l'ont fait. Vous voyez, les émeutiers appartenaient principalement à un groupe appelé le Peleg Yerushalmi, la faction de Jérusalem. C'est un groupe dissident harédi qui a émergé il y a 14 ans et la question centrale dans cette rupture était de savoir s'il fallait coopérer avec l'État ou non. Vous voyez, la direction harédi traditionnelle avait passé des décennies à négocier des exemptions, à accepter des financements et à participer au gouvernement. Le Peleg a conclu que cela était fatal parce que, selon eux, l'État cherche à laïciser les harédim par le biais du service militaire. C'est tout. Pour eux, coopérer avec l'État n'est pas une protection, c'est un danger. La seule réponse, selon eux, est une non-coopération totale, allant jusqu'à la protestation violente. Financé par des fonds privés, le Peleg a construit des infrastructures pour s'isoler de la dépendance à l'État, y compris un réseau d'alerte d'urgence, comme ce que nous avons vu dimanche, une défense juridique et des écoles qui n'acceptent pas de financement de l'État. De cette façon, ils ont neutralisé les leviers de pression de l'État. Avant la guerre,
le Peleg perdait de l'influence au sein de la communauté Haredi. En fait, mes collègues Haredim me disent que l'extrémisme et les bouffonneries du Peleg étaient tellement rebutants que beaucoup de personnes dans leur communauté plus large soutenaient la police lorsque le Peleg avait des altercations. Ils ont également expliqué que la guerre a forcé la question de la conscription Haredi, qui dure depuis longtemps, à revenir en force à l'ordre du jour politique. Après une décision de la Cour suprême en 2024, jugeant les exemptions générales de conscription inconstitutionnelles et imposant leur application, le Peleg semblait soudainement plus prophétique que radical pour certains. Les jeunes hommes Haredim, qui avaient vu tous les compromis politiques être annulés pendant des années, faisaient désormais face à des arrestations ou à des sanctions financières. L'argument du Peleg selon lequel aucun arrangement négocié ne tiendrait était désormais plus difficile à contester. La logique, selon Tolkien. La non-coopération totale a acquis une nouvelle force et a donné à ce groupe autrefois plus faible visibilité et attrait. Ainsi, même s'il s'agit encore d'une toute petite minorité dans la société israélienne en termes de nombre, leur voix est disproportionnée et leur message est entendu. Bien sûr, je ne veux pas comparer directement le Peleg et le système juridique, mais je tiens à clarifier un point. Vous voyez, rien que cette semaine, Israël a ressenti des ondes de choc provenant de deux groupes qui opèrent à partir d'une conception fondamentalement différente de l'autorité légitime. Et pour aucun des deux, elle ne repose entre les mains du gouvernement démocratiquement élu. L'establishment juridique estime qu'il tire principalement son autorité de l'expertise professionnelle, des principes constitutionnels établis par la Cour et de l'État de droit, tels qu'interprétés par les tribunaux lorsque les politiciens tentent de superviser les procureurs. Beaucoup de personnes au sein du système juridique croient sincèrement que soumettre le jugement juridique à une supervision démocratique risque de corrompre l'État de droit. Et, à l'inverse, le Peleg rejette totalement la légitimité de l'État afin de préserver leur mode de vie. Maintenant, la solution aux deux problèmes doit être politique et guidée par un consensus très large. Je ne crois pas que droite et gauche soient en désaccord sur les questions fondamentales ici. Le parquet a besoin de supervision et le monde Haredi doit s'intégrer davantage dans la population active et dans l'armée. Mais la politique polarisée n'a réussi à traiter ni l'impérialisme du système judiciaire, ni la nécessité d'une conscription. En cette année électorale, il convient de rappeler que ces deux questions seront prioritaires pour les électeurs israéliens. Il est possible que lors de cette élection, ou plus probablement lors de la suivante, une nouvelle politique émerge. Une politique qui prend au sérieux l'idée de l'intérêt national, qui dépasse la simple défense contre les ennemis aux portes. Car, aussi enracinées et figées que soient ces deux cultures, ce ne sont que deux parmi beaucoup d'autres. Une autre culture, plus encline au changement, est selon moi sous notre contrôle. C'est le vote sioniste d'Israël, et cela s'étend de la droite, au moins jusqu'au centre-gauche, voire un peu plus loin. Nous avons effectivement le potentiel de travailler ensemble pour créer un nouveau programme public qui traite des questions les plus fondamentales de la gestion démocratique nécessaires pour maintenir ce pays fort. Maintenant, cela peut sembler naïf et je n'aime pas ça, donc je veux simplement conclure en faisant référence à mes aînés. David Ben-Gourion a dit un jour, de façon célèbre, qu'en Israël, pour être réaliste, il faut croire au miracle. J'aimerais légèrement réviser cette déclaration à la lumière des événements actuels. En 77 ans dans le monde, on a vu Israël accomplir de nombreux miracles. Nous avons intégré des vagues d'immigrants qui ne partageaient ni la langue ni la culture. Nous avons construit des institutions et créé des conditions qui briseraient la plupart des gens et des pays. Nous avons fait fleurir les déserts. Nous avons appris à générer de l'eau à partir de l'air. Et nous avons combattu et continuons de combattre avec succès certains des ennemis les plus redoutables du monde. Des miracles. Nous les avons mérités par la grâce de Dieu et en y participant volontairement. C'est la réalité. Voilà notre prochain défi. À la semaine prochaine.